Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, mais que fais-je avec ce bonnet de Noël? Il y a un lien parce que dans le film que je vais évoquer ici, il y a plusieurs bonnets rouges et pour cause, et en plus je l'ai revu le jour de Noël. Et oui, 4e long métrage de Wes Anderson, La vie aquatique, sorti en 2004. Et c'est d'ailleurs en toute logique que j'en parle ici, après avoir découvert ou revu les 3 premiers, en avoir parlé l'année dernière en vidéo, en parallèle avec la sortie de son chef-d'œuvre, Asteroid City. Et qui avons-nous au casting de ce The Life Aquatic with Steve Zissou? Et bien justement, ce dernier interprété par Bill Murray. Mais qui est Steve Zissou? Une sorte d'ersatz peut-être de Jacques-Yves Cousteau. J'y reviendrai. À ses côtés, alors, une brochette d'acteurs et d'actrices réputés comme souvent dans le cinéma de Anderson, à savoir Owen Wilson qui joue peut-être le fils, on ne sait pas trop, Cate Blanchett, une journaliste qui vient à bord donc de cette aventure au sein de l'équipage et qui va être disputée entre guillemets niveau amour par le père et le fils, si ce sont vraiment des pères et fils. Mais ça, je vais laisser un suspense là-dessus. Bien sûr, nous avons Jeff Goldblum aussi qui joue, on va dire, le concurrent en mode égocentrique, ça lui va très bien à cet acteur. Angelica Houston, la compagne du personnage principal. Willem Dafoe, qui est une sorte de fils de substitution, qui va voir d'un mauvais œil l'arrivée de ce fils venu d'ailleurs. Et voilà, d'autres personnes comme Michael Gambon, le regretté. Et Seu George, qui va nous interpréter plusieurs morceaux de David Bowie en mode acoustique et en portugais, en filigrane, comme ça. Alors, il s'agit d'une comédie dramatique un peu burlesque à la Wes Anderson, mais aussi un film d'aventure qui, vous l'avez compris, rend hommage à Jacques-Yves Cousteau, puisque le bonnet rouge du personnage principal et de l'équipage, eh bien, c'était, on va dire, l'une des marques de fabrique de ce grand explorateur français. Il y a plusieurs autres clins d'œil qui parsèment le film, comme c'était le cas dans 2 de ses 3 premiers métrages, puisque dans Bottle Rocket et Rushmore, il y avait comme ça des petites allusions à Cousteau. Alors l'histoire ici est simple, on va suivre Steve Zissou qui va partir dans une quête de l'impossible en mode Moby Dick, si vous voulez. Il y a une relecture ici, et va poursuivre le documentaire dont il a présenté la première partie à un festival italien au début. Et il va terminer celui-ci en voulant venger son partenaire Esteban, décédé, tué par un requin jaguar. Mais il n'a pas réussi à le filmer, donc il y a une image manquante ici qu'il va essayer de retrouver dans la deuxième partie, qu'il va filmer après et qui représentera à la fin donc, de ce film, dans ce festival. Vous l'avez compris, on a encore une petite mise en abîme très Wes Andersonienne ici, puisqu'on a ici un documentaire filmé dans une fiction que nous voyons, et qui est à la fois proche de la réalité, Cousteau, etc., mais différente, avec des noms de pays ou de villes qui n'existent pas, etc., etc. Ce qui fera par ailleurs encore plus tard, notamment dans The French Dispatch, et la mise en abîme récemment dans Asteroid City. Côté théâtral d'ailleurs aussi là. Et voilà, beaucoup d'aventures vont être vécues et certaines thématiques habituelles au cinéma de Wes Anderson vont être traitées, bien sûr. La famille, décomposée, recomposée, tout cela. Et c'est, on va dire, un moment de quête identitaire, se prouver quelque chose. Un personnage ici, Steve Zissou, qui joue un petit peu trop sur sa nostalgie, sur sa gloire passée, qui essaye de la retrouver et tout en se vengeant, etc. Et puis l'arrivée de ce fils va le ramener à sa condition d'humain. Lui qui est un petit peu vraiment dans son univers, qui délaisse sa compagne, qui lui voit voir un peu ailleurs, etc. C'est très intéressant, parce que c'est un film profondément humain, La vie aquatique, et qui est extraordinaire. Alors déjà, la première fois que je l'avais vu, il m'avait bouleversé, notamment sur cette fin, poétique, tragique et merveilleuse de beauté aussi, où Henry Selick, oui, l'animateur et réalisateur, notamment donc de L'étrange Noël de Mr. Jack, décidément Noël est partout, il intervient à la fin avec sa stop motion pour mettre, on va dire, en vie la faune maritime, et c'est remarquable. Bon, la stop motion chez Wes Anderson, c'est pas nouveau. Voilà. Je crois qu'à l'époque, c'était quand même sa première bifurcation en stop motion. Peut-être. Mais donc, cette fin m'a une nouvelle fois fait craquer, parce que, en plus, la musique qui est utilisée par-dessus, un morceau de Sigur Rós, après on enchaîne avec l'émancipation finale sur du David Bowie,
extraordinaire moment, peut-être l'une des meilleures conclusions de film de sa filmographie à Wes Anderson. Et c'est un moment de grâce d'ailleurs où le personnage de Steve Zissou va se rendre compte de certaines choses et parvenir à sa quête, mais peut-être autrement que par les retrouvailles ou pas, j'en dis pas plus, avec ce requin jaguar. Parce que entre temps, on a eu la reconstruction d'un être humain suite à une tragédie personnelle, avec l'arrivée de ce fils qui donc serait issu d'une relation qu'il a eue avant, mais j'allais dire le gamin joué par Owen Wilson, qui doit bien avoir la trentaine ou la quarantaine dans le métrage, hein, du coup, ne sait même pas lui-même s'il est vraiment le fils de son père, mais en tout cas il l'admire, et les deux vont avoir une relation très forte, mais aussi conflictuelle, hein, père et fils, conflit, ça c'est la suite vraiment logique de Tenenbaum. D'ailleurs Steve Zissou et Royal Tenenbaum sont quand même très proches aussi dans leur psychologie, même si c'est différent quand même. Et voilà, les deux vont se battre, entre guillemets, pour avoir cette journaliste qui, elle, est vraiment indépendante, en mode presque aventurière. Elle vient là, elle veut faire son truc, mais bon. La façon dont il traite cette journaliste, c'est très différent. D'ailleurs, le personnage de Bill Murray, son rapport aux femmes, là aussi, on brise peut-être la limite entre la réalité et la fiction, vu ce qui s'est passé récemment dans la vie privée de Bill Murray. Enfin, bon, après, voilà. C'est vraiment fort. Alors après, le film a par moments des petits instants de creux. Ça vivote un petit peu, mais c'est nécessaire par rapport au personnage principal. Là où Tenenbaum, par exemple, est vraiment filé tout droit, etc. Mais contrairement à Tenenbaum, même si Tenenbaum, j'ai vraiment beaucoup aimé hein, quand je l'ai revu, ici, il y a peut-être des moments forts, encore plus forts. Notamment cette fin, notamment aussi des petits dialogues comme ça, notamment entre le père et le fils, là, où le fils, d'ailleurs, questionne à travers Anderson et le média mis en abîme ici, sa faculté de personnage. Il reproche à son père d'être le personnage de son documentaire, enfin de son film, il dit. Film documentaire, précise le père, mais il est aussi le personnage d'un film de Wes Anderson. Les deux sont des personnages de film, de toute façon. Et j'aime bien ça, hein, quand on casse un peu le quatrième mur indirectement, et ça, Wes Anderson, il le fait toujours. Donc il y a des petits moments comme ça. Le début est génial, dans ce festival italien, d'ailleurs, hommage au cinéma italien ici, entre Fellini et Rossellini par moment, on le sent, Wes Anderson, il convoque cela, convoque aussi les films d'aventure d'antan, un petit peu, hein, quand il est sur le bateau, sur le Belafonte. Oui, parce que le bateau il s'appelle Belafonte, pas le Calypso, hein, qui était le bateau de Cousteau, mais Belafonte étant l'un des pontes de la musique Calypso, vous voyez le lien. Et Anderson, il en profite pour mettre beaucoup de lui dans le film. Cousteau oui, mais aussi, ça c'est très fort, un photographe français du nom de Lartigue, Jacques-Henri Lartigue je crois, qui est un de ses héros artistiques, qui est ici transposé en tant que mentor de Zissou, sous le nom d'un, je sais plus, Livingstone ou un truc comme ça. J'ai pas... non, Lord Mandrake, pardon. Qui est en fait représenté en photo, et c'est Lartigue dessus. Et les photos de Lartigue, elles étaient déjà référencées dans les films précédents de Anderson, du moins dans les deux premiers. Donc vous voyez, il y a continuellement dans le film des références à la réalité propre de l'auteur, Wes Anderson, à la réalité, à la fiction de leurs personnages qui ne savent pas trop où se situer clairement. Et dans le contexte filmique pur, la part artistique formelle, c'est pareil, avec vraiment des pièces de théâtre, des scènes de théâtre. Quand on présente le bateau, le festival au début, on ouvre sur une scène comme ça, c'est exactement ce qu'il fera donc des années après, si on veut, dans Asteroid City, tout simplement. Et on a vraiment ici les obsessions de Anderson et la cohérence dans sa filmographie, sur plusieurs points, hein, que ce soit au niveau thématique ou au niveau formel. Et tout ça fait un mélange unique. Ici, on a un film à la Anderson, donc un film très singulier, qui parfois peut être drôle, cassant, flippant sur certains points, par rapport à certaines réactions de personnages, hein, et puis tragique sur cette quête de l'improbable, là, Moby Dick. Est-ce que le requin jaguar, ce sera la baleine blanche, hein, est-ce que le capitaine Ahab, c'est un petit peu Steve Zissou, mais au final, au-delà de la quête, il y a eu ce voyage entrepris, cette aventure, et on voit qu'à la fin, ça a fait grandir un peu tout le monde, du moins ceux qui sont encore parmi nous, sur la conclusion. Donc, grand film, oui, il faut le dire, hein, enfin, un très bon film en tout cas, avec une BO remarquable, hein, bien sûr. Le David Bowie en mode acoustique portugais qui fait fil rouge, ça fonctionne très bien par moment. Ça fonctionne très bien quand les pirates attaquent, à un moment, c'était... Là, c'est très drôle. Et puis, bien, voilà, les petites aussi chansons en plus, hein, extra-digétiques, qui fonctionnent très très bien. C'est un univers à part entière, Wes Anderson. On accroche ou pas, mais en tout cas, La vie aquatique, c'est clairement l'un de ses meilleurs films. Peut-être, enfin, l'un de ses meilleurs films. Bon, je ne vais pas faire de classement Anderson de toute façon, là.
Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, préciser d'autres choses que j'ai forcément zappé, parce qu'il y a d'autres personnages là que j'ai pas trop évoqués, mais en même temps il y en a certains qui sont un peu en mode PNJ, hein. Pas assez développés, mais c'est parfois le problème chez Wes Anderson, même si le personnage Angelica Houston en dit long aussi, sur le fait que c'est le vrai cerveau derrière, c'est elle qui est un peu terre à terre, et etc. Peut-être celui de Willem Dafoe n'est pas assez exploité par rapport à cette rivalité naissante, celui de Michael Gambon est laissé de côté par exemple. Et bon, on a plein de PNJ stagiaires aussi, mais ouais, Jeff Goldblum, les fois où il apparaît, c'est bien quand même, c'est quand même très bien. Mais voilà, bref, à vous la parole, on peut en discuter pendant de longs moments, hein, ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine, ciao.